Bonjour, donc Rémi Marcus, Éco d'Initiative, société de conseil carbone que j'ai créée avec un associé en 2006, et je vais vous présenter. Emeline, est-ce qu'on voit mon écran, c'est bon? Oui, on voit ton écran. Ok, merci. Donc je vais vous présenter un panorama sur le bilan GES réglementaire 2015 pour commencer, et ensuite je laisserai la parole à Gilles Croquette. Donc les nouveautés qui sont déjà inscrites dans la réglementation et qui prennent forme avec la réalisation de ce deuxième exercice de bilan GES pour beaucoup d'entre vous, point de vigilance et opportunités, et puis quelques petits conseils pratiques sur la réalisation de ce bilan GES réglementaire. Si vous voulez bien, pour commencer, on va commencer par un petit exercice qui va vous mettre à contribution, un petit sondage auquel vous êtes entièrement libre de répondre ou non, mais qui va nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus précise du public qui participe à cette webconf aujourd'hui. Je lance le sondage et donc vous devez voir apparaître sur votre écran une question avec trois possibilités. Donc, réaliserez-vous ou avez-vous réalisé un bilan GES en 2015? Donc, non, un bilan GES strictement réglementaire ou un bilan GES volontaire au-delà du réglementaire. J'attends un petit peu que vous répondiez pour vous présenter les résultats. Pour l'instant, on est à 65% de votants. Voilà, j'attends un petit peu que ça monte. J'en profite pendant que vous répondez pour vous préciser que je ne vais pas naturellement entrer dans une description détaillée du bilan GES, de l'exercice de bilan GES dans la présentation. Je vais simplement rappeler quelques éléments de cadrage et puis ensuite j'en viendrai au contenu proprement dit de ce que j'ai à vous dire. Mais donc je présuppose que vous avez certaines connaissances déjà sur le bilan GES pour vous faire cet exposé. Si vous n'en avez pas, je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre en formation, par exemple, ou faire appel à un prestataire, mais je pars de ce présupposé. Voilà, on est à 83% de votants, ça se stabilise, donc j'imagine que les autres ne souhaitent pas particulièrement répondre, aucun problème. Je ferme le sondage. 84%, allez, je vous laisse encore 3 secondes, si vous hésitez. Ça y est, donc je vous propose de partager les résultats. Voilà, donc vous êtes un gros tiers à ne pas avoir prévu de bilan GES cette année, un petit tiers à être sur un bilan GES strictement réglementaire, et puis un bon tiers aussi à vouloir aller au-delà sur ce bilan GES. Ok, donc c'est parti, ça nous donne une idée un peu plus précise. J'entre dans le vif du sujet. Donc, je vous rappelle que vous êtes éligible à la réalisation du bilan GES réglementaire si vous êtes une collectivité de plus de 50 000 habitants, une personne morale de droit privé, c'est-à-dire en général entreprise, association, établissement public, de plus de 500 employés en métropole ou 250 outre-mer. Et si vous êtes une personne morale de droit public, pardon, le droit public, ce sont les établissements publics en particulier, hein, plus de 250 employés ou un organe ou un service de l'État. Dans ce cas-là, vous êtes obligé à la réalisation du bilan GES réglementaire. La première échéance était avant le 31 décembre 2012. La périodicité de mise à jour du bilan est de 3 ans. Donc, votre deuxième bilan est à réaliser 3 ans et à avoir publié 3 ans après la première publication. Ça veut dire que si vous avez publié la première fois, je prends un exemple, au 31 août 2012, vous devez publier cette fois-ci avant le 31 août 2015. Donc pour la plupart d'entre vous, j'imagine, qui sont sur un bilan GES réglementaire, j'imagine que cette mise à jour doit être publiée quelque part entre cet été et l'été prochain si vous aviez un petit peu de retard dans la première publication. Quelques éléments de cadrage méthodologique sur ce bilan. Je précise que la méthode bilan GES réglementaire n'est pas une filiation de la méthode bilan carbone que nous connaissons très bien en France. C'est finalement une méthode directement, alors j'allais dire concurrente, qui s'est imposée dans la réglementation dans la mesure où c'est elle qui s'est inscrite dans la norme ISO 14064 et son guide technique 14069. Donc la méthode réglementaire est une méthode qui en particulier repose sur la décomposition des émissions en 3 catégories d'émissions. Catégorie 1, ce sont les émissions directes. La catégorie 2, ce sont les émissions associées à la consommation d'énergie. Donc émissions indirectes associées à la consommation d'énergie. Et la catégorie 3, ce sont les autres émissions indirectes qui concernent un très large panel d'émissions de l'organisation, achat, transport de marchandises, transport de personnel, traitement des déchets, etc.
Le bilan GS réglementaire doit être réalisé avec les facteurs d'émission de la base carbone, qui est aujourd'hui gérée par l'ADEME, qui est la base de données officielle de facteurs d'émission en France, et qui est accessible via la plateforme ADEME sur les bilans GES, qu'on appelle maintenant le centre de ressources sur les bilans GES. Donc vous avez le lien ici. Le format du rapport est imposé. Et pour la restitution, vous avez l'obligation de mener 2 publications en parallèle. La mise à disposition de votre rapport réglementaire sur votre site internet pendant le mois qui suit directement la publication, et puis la transmission par ailleurs à votre préfet de région par email. Pardon, j'ai un peu de mal à faire passer la page. Voilà, j'entre dans le vif du sujet pour les nouveautés. Pour le deuxième exercice, la nouveauté, c'est tout simplement que vous avez eu un premier exercice et que donc, si c'est votre deuxième bilan, il va falloir comparer, c'est inscrit dans la réglementation, il va falloir comparer votre bilan sur le deuxième exercice, en l'occurrence sur l'année de reporting, année qui pour beaucoup d'entre vous sera l'année 2014 pour les données d'activité concernées. Vous allez devoir comparer ce bilan au bilan que vous avez réalisé probablement sur l'année d'activité 2011. Donc, vous avez cette fois-ci un bilan à faire, puis une comparaison à réaliser avec le bilan précédent, réalisé sur l'année de référence par définition. Ce bilan, il doit être réalisé à méthode constante. Ça veut dire que si la méthode 2014 n'est pas la même que la méthode 2011, vous devez recalculer, le bilan 2011 pour pouvoir le comparer à 2014. Et à périmètre organisationnel organique entre guillemets constant, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte les croissances externes, pour pouvoir comparer de manière correcte 2014 à 2011. Il se trouve pour ce deuxième exercice que la base carbone a subi une évolution très significative début 2015, indirectement liée à la publication du 5e rapport du GIEC, puisque tous les pouvoirs de réchauffement globaux ont été mis à jour, ont subi des modifications, et ces pouvoirs de réchauffement globaux des gaz, ce sont ceux qui viennent finalement permettre de calculer l'ensemble des facteurs d'émission de la base carbone. En pratique, ça veut dire que la base carbone a évolué de manière significative et que finalement, pour ce deuxième exercice, pour être en ligne avec la réglementation, même si de votre côté, vous n'avez pas eu besoin de faire d'évolution méthodologique, d'évolution de périmètre, vous allez devoir recalculer ce bilan 2011 avec la base carbone 2015 finalement. Donc ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Dans le cadre de ce deuxième exercice de bilan, vous avez naturellement le bilan réalisé comme vous l'avez fait la première fois, mais vous allez devoir aussi recalculer 2011 pour pouvoir le comparer correctement à 2014. Alors je dis 2011 et 2014 à chaque fois, hein, en supposant que ce sont vos années de reporting et de référence et de reporting respectivement. Par ailleurs, donc ça c'est un élément vraiment important qui est inscrit dans la réglementation depuis le départ, mais qui ne devient réalité qu'avec le deuxième exercice. Par ailleurs, je vous rappelle que, ça ce n'est pas une nouveauté, mais j'en profite pour le rappeler, que vous avez 2 possibilités pour la définition du périmètre organisationnel dans votre bilan GES. C'est un peu technique, mais c'est important quand vous entrez concrètement dans le bilan GES. Contrôle financier ou contrôle opérationnel, et qu'il est largement recommandé pour que votre bilan GES ait une vraie pertinence en termes de cohérence avec votre fonctionnement, de compatibilité, de choisir l'approche par le contrôle opérationnel. Un deuxième élément de nouveauté pour le deuxième exercice, alors ça c'est une évolution du cadre, c'est que le ministère a publié une version à jour de la méthode réglementaire, qui est la version 3 bis, vous voyez qu'elle date de mars 2015. En pratique, ce qui est important de signaler avant tout, c'est que la méthode n'a pas changé, et finalement ce document méthodologique, il est surtout augmenté, en pratique de quelques annexes que je ne vais pas détailler, mais il donne donc plus de détails sur la bonne manière de réaliser un bilan GES. Donc je vous invite bien entendu à le télécharger sur le site du ministère et à en prendre connaissance. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'évolution méthodologique substantielle. Voilà, j'en viens maintenant à une première page sur ce qu'on peut appeler le volet opportunités pour vous parler des opportunités à saisir en faisant votre bilan GES pour ne pas le subir, mais pour en bénéficier. Et finalement, je vais insister ici sur quelques éléments, sur quelques avantages collatéraux du bilan GES que vous pouvez décider vraiment de valoriser pleinement ou laisser de côté ce qui serait dommage. Quel que soit votre bilan GES, le bilan GES, c'est une opportunité intéressante pour développer, améliorer, fiabiliser les systèmes d'information de l'entreprise.
C'est entre autres choses une collecte de données et d'activités, le bilan GS, qui va vous donner énormément d'informations sur votre propre fonctionnement. Alors, excusez-moi, j'utilise le terme parfois entreprise de manière apostrophique, de manière erronée, hein, disons organisation, puisque ça peut concerner des collectivités, des associations, etc. Dans tous les cas, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur votre organisation et vous avez là une opportunité de construire un système d'information qui peut être pérenne dans le temps et qui peut vous apporter énormément d'indicateurs qui seront utiles non seulement pour bilan GS, mais pour beaucoup d'autres fonctions de pilotage de votre activité. Donc ça, c'est important à avoir en tête et en général, le jeu de données résultant a une valeur en soi qui dépasse largement le bilan GES. C'est aussi une opportunité pour mobiliser les équipes autour d'un thème tout à fait fédérateur. En plus, on a cette année l'actualité de la COP 21 sur laquelle vous pouvez aussi ancrer ce sujet-là. Ce que nous observons, c'est que c'est très souvent une opportunité intéressante pour les organisations de venir finalement structurer un plan d'action carbone en venant d'ailleurs y accoler des actions qui sont déjà existantes, qu'on a du mal à faire avancer et qu'on peut remettre au bout de jour dans ce cadre-là, en les associant aussi à de nouvelles actions. Finalement, c'est l'occasion de mettre en place une nouvelle dynamique dans l'organisation, ce qui est souvent quelque chose qu'on recherche en interne. Et puis, je vous signale que si vous êtes une entreprise et que vous êtes alors vous le savez probablement déjà, mais à tout hasard, que si vous êtes une entreprise et que vous êtes éligible au bilan GS réglementaire, alors vous êtes éligible en général à l'obligation sur les audits énergétiques. Vous devez réaliser un ou plusieurs audits énergétiques avant le 5 décembre 2015. C'est la déclinaison d'une directive européenne qui est entrée en droit français. Et donc, nous vous encourageons évidemment à mutualiser la démarche de bilan GS avec la démarche d'audit énergétique dans la mesure où il y a un clair recouvrement des données et où les enjeux sont directement convergents. C'est une manière d'augmenter la dynamique et en même temps de ne pas superposer des démarches qui ont vocation à fonctionner ensemble. Je fais un petit pas de côté pour aborder le deuxième volet, disons, opportunité, pour rappeler rapidement ce que sont vraiment les deux volets d'intérêt, les deux types d'objectifs qu'on pourrait chercher à travers un bilan GES, au-delà naturellement de l'obligation réglementaire. Le bilan GES, c'est décider de mesurer les émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité de l'organisation dans l'objectif de les réduire. Ça a deux fonctions. Il y a l'angle responsabilité, que tout le monde a naturellement en tête en général, c'est souvent le point de départ. L'idée, c'est bien entendu, je mesure à quel point est-ce que j'émets des gaz à effet de serre, à quel point est-ce que je pollue, et en organisation citoyenne, je décide de réduire mon impact environnemental lié à mon activité. Ça, c'est bien connu. Il y a un deuxième axe qui est essentiel et qui est peut-être qu'on a peut-être moins en tête, mais nous, on observe que c'est très souvent un déclencheur de réalisation de bilan et c'est très souvent là où les organisations trouvent la valeur ajoutée du bilan aussi. C'est l'angle stratégique. Faire un bilan GES, c'est décider de dresser une cartographie de ses émissions de gaz à effet de serre et donc en très grande partie aussi de sa consommation d'énergie, qu'elle soit directe ou indirecte. Et ça renvoie à deux enjeux majeurs qui sont d'une part que la réglementation environnementale va rendre à l'avenir, elle est déjà en train de le faire, mais elle va rendre à l'avenir les émissions de gaz à effet de serre de plus en plus chères, le fait de ne pas émettre de plus en plus cher, et les consommations d'énergie, en particulier des énergies fossiles, même s'il y a une légère inflexion ces temps-ci, ont vocation à être volatiles de toute façon et à augmenter de manière très significative à moyen terme et à long terme. Donc faire un bilan GES, c'est avoir un regard stratégique sur ces émissions de gaz à effet de serre, sur ces consommations d'énergie, en sachant que ce sont des postes de coûts futurs et en décidant de les anticiper pour les réduire a priori. Ça, c'est un deuxième volet qui est extrêmement important et qui est directement complémentaire du volet responsabilité. Voilà, je voulais recadrer un petit peu ça pour en arriver à la page suivante, qui est le constat que le bilan GS réglementaire, il vous oblige à travailler sur vos émissions directes et vos émissions indirectes associées à la consommation d'énergie. Et puis, il y a le scope 3, les autres émissions indirectes, qui est la partie recommandée du bilan, mais qui n'est pas obligatoire. De fait, directement en lien avec ce que je vous exposais auparavant, volet responsabilité, volet stratégie, finalement, le travail sur les scopes 1 et 2 va vous amener à travailler sur un périmètre qui est très souvent déjà raisonnablement maîtrisé par les organisations, entreprises, collectivités, associations, etc. Alors de manière très inégale, mais en général, si vous maîtrisez déjà un sujet, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est vous qui payez directement.
Et donc, vous suivez déjà souvent les données d'activité correspondantes, ce qui n'enlève pas l'intérêt de ce bilan GES qui vous permet de traduire ça en émissions de gaz à effet de serre et qui vous permet de rentrer dans le sujet. Si vous ne suivez pas encore ces différentes consommations, ces différentes pratiques que vous payez directement, alors c'est une excellente occasion d'entrer dans le sujet et de construire ce système d'information et de d'élaborer votre suivi. En revanche, si vous êtes déjà mature de ce point de vue-là, alors le bilan GES sur les scopes 1 et 2 va vous apporter finalement peu de choses, si ce n'est la traduction en émissions de gaz à effet de serre. Si vous allez sur le scope 3, si vous travaillez à la réalisation d'un bilan qui va prendre en compte vos autres émissions indirectes, achat, transport de marchandises, transport de personnes, traitement des déchets, etc. Alors là, vous commencez à toucher à des sujets sur lesquels ce n'est pas vous qui payez directement, vous payez en général des prestations, de quelque type que ce soit, ou des produits. Et finalement, le bilan va vous aider à identifier les consommations sous-jacentes et les émissions sous-jacentes de ces diverses activités, de ces diverses pratiques de consommation, et va vous faire gagner en visibilité très significativement sur la stratégie. Ça va vous permettre aussi d'avoir un reporting qui est beaucoup plus complet et qui, naturellement, envisage votre responsabilité indirecte sur le plan environnemental. Les éléments collatéraux de valeur ajoutée dont j'ai parlé tout à l'heure, système d'information, plan d'action, etc., naturellement, s'élargissent à ce périmètre-là qui regarde beaucoup plus large. On a souvent comme réaction à l'exposé de l'intérêt d'aller sur le scope 3, le fait que finalement, c'est pas facile, c'est compliqué et on a très peu de visibilité. À notre sens, c'est justement pour ça que c'est intéressant de s'y mettre, c'est parce que justement, on gagne quelque chose à le faire. Je précise aussi que le fait de le faire ne veut pas dire que vous avez nécessairement besoin de publier sur le scope 3. On sait que pour les entreprises en particulier, il y a un enjeu de confidentialité qui est fort et que vous n'avez pas forcément envie de donner la visibilité sur toutes vos émissions à vos diverses parties prenantes externes. Rien n'empêche, et beaucoup de nos clients le font, de faire un bilan GES scope 3 pour la partie stratégique et pour autant publier sur les scopes 1 et 2. Voilà, alors j'aborde maintenant le volet pratique. Sur les compétences, nous vous conseillons clairement de ne pas y aller comme ça, sans formation ni accompagnement, mais de choisir l'un ou l'autre. Alors évidemment, pour la formation, je vous renvoie à l'IFC, et François en parlera dans quelques minutes. Et puis pour l'accompagnement, bien entendu, nos membres sont par nature compétents pour réaliser des bilans GES. Je vous signale l'existence de la qualification au PQIBI 0605 et les formations bilan carbone qui sont des éléments de marque des compétences des prestataires. Et puis l'expérience et la réputation, naturellement, sont des éléments tangibles sur lesquels il faut vous appuyer. En termes de durée, c'est purement estimatif et ça peut varier beaucoup, mais les ordres de grandeur, je sais que c'est très utile pour ceux qui ne connaissent pas encore l'exercice et qui ont besoin de se projeter dedans, d'avoir des ordres de grandeur. Voilà, pour un petit éligible, 1 mois. C'est vraiment très très court, mais disons, allez, 2 mois plutôt. Pour un gros éligible sur scope 1 et 2, plutôt 4 mois. Et puis j'ai mis des ordres de grandeur sur le scope 3 qui sont indicatifs. Combien ça coûte? Alors il faut avoir en tête qu'il y a 3 postes de coût potentiels, les ressources internes chez vous, le temps d'accompagnement si vous passez par un prestataire, et puis éventuellement une licence logicielle, on parlera des outils dans un instant. Je sais que ça aussi c'est important pour vous projeter. Je vous dirais qu'en ordre de grandeur, et ça peut varier énormément encore, je prends toutes les précautions possibles pour donner ces chiffres-là, qui n'engagent que moi d'ailleurs. Moi, je vous dirais scope 1 et 2 pour un petit éligible entre 3 et 5 000 euros, 2 et 5 000 euros. Pour un gros éligible, en fait, il n'y a pas de limite, mais on peut aller jusqu'à une dizaine de milliers d'euros, voire probablement plus. Sur le scope 3, il faut à peu près multiplier par 2 ces différentes fourchettes pour avoir les bons ordres de grandeur. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais je sais à quel point c'est important de pouvoir prévoir des budgets et construire ces consultations éventuellement. Je vous précise qu'en lien direct avec les volets stratégiques et volets responsabilités que j'ai souligné tout à l'heure sur les bilans GES, il existe aussi diverses filiations de méthodes et c'est important d'avoir en tête que la méthode réglementaire qui est issue directement du GHG protocole, enfin indirectement par l'ISO du GHG protocole, c'est une méthode qui est directement orientée reporting et qui est faible pour vous alimenter, pour vous informer sur le volet stratégique de votre organisation, finalement pour vous apprendre des choses sur comment vous fonctionnez. Ce qui est justement la principale valeur ajoutée du bilan carbone, qui n'est pas du tout orienté reporting, mais qui en revanche est puissant
pour vous aider à avoir une analyse stratégique de votre propre activité. J'en profite pour vous souligner que quand vous faites un bilan carbone, les outils du bilan carbone aujourd'hui vous permettent de produire directement et sans travail ajouté votre bilan GS réglementaire, ce qui est un intérêt pratique et concret direct. Je vous signale deux choses également. Le SMGES, qui est aujourd'hui diffusé par l'association Bilan Carbone et qui est l'équivalent d'un système de management de l'environnement ou de l'énergie pour les GES, qui peut tout à fait d'ailleurs être intégré à un système de management intégré qui comprend plusieurs volets. Ce SMGES a vocation à se développer dans le futur et l'association Bilan Carbone est en train de travailler à la logique de certification des systèmes de management des GES. Et puis, je vous signale que l'ADEME est en train de travailler sur une méthode dont des versions sont déjà disponibles, de quantification de l'impact GES des actions. Quels outils pour réaliser son bilan GES? Nous vous déconseillerions très fortement d'y aller sans outils. Il y a deux éléments limitants. C'est l'utilisation de la base carbone. Se reposer sur un outil, c'est vraiment très précieux. Et puis, une fois que vous avez calculé vos émissions, c'est quand même assez complexe de les allouer poste par poste. Et les outils vous font tout ça automatiquement, ce qui est une valeur ajoutée considérable. En termes d'outils disponibles, il y a deux grands types. On va dire qu'il y a les outils Excel simples, que ce soit l'outil bilan carbone qui est très largement diffusé ou les outils propriétaires que des sociétés de conseil carbone peuvent vous proposer par ailleurs. Et puis, vous avez les logiciels web multi-contributeurs. Alors, ceux-ci sont très puissants en général. Ils vous permettent de répartir largement la charge de travail de collecte des données en interne. En revanche, j'insiste sur deux problèmes potentiels. Ils peuvent générer une redondance des systèmes d'information en interne, ce qui doit être évité le plus possible. C'est vraiment important d'essayer de venir vous brancher sur des systèmes d'information existants quand vous construisez votre système d'information carbone. Et puis, très souvent, quand vous êtes en construction d'une démarche, ça peut aussi jouer le rôle de boîte noire, alors à voir ensuite en fonction des logiciels et de leur capacité, mais vous allez perdre en visibilité en général par rapport à un outil Excel simple finalement dans lequel tout est entièrement modulable et lisible. En conclusion de ça, je dirais que les outils Excel simples, dans les cas où on n'est pas une grosse organisation déjà largement mature, sont en général finalement très adaptés pour réaliser un bilan GS jusqu'à plusieurs dizaines de sites, je le dis pour avoir l'occasion de le faire pour des clients. Ça fonctionne très bien et c'est finalement très flexible. Voilà, avant de rendre la main, je conclus en vous disant que notre point de vue, c'est que vous passiez par un prestataire ou non, bien entendu, il n'appartient qu'à vous, dans une logique vraiment de proactivité, de faire quelque chose d'intéressant de votre bilan GES et vraiment de lui donner une réelle valeur ajoutée plutôt que de subir cette réglementation comme une obligation en faisant l'exercice de manière mécanique et administrative. C'est là où, à notre sens, vous perdrez le plus de valeur, le plus de temps, parce que le bilan de GES peut vous apporter beaucoup de choses, que ce soit sur le volet stratégique ou sur le volet reporting. Je vais rendre la main. Je pense que... Ah oui, alors j'ai oublié un deuxième petit sondage que je vais faire très rapidement. Voilà, il est lié aux outils. C'est indicatif, là aussi, aucune obligation de répondre, mais c'est toujours intéressant en fait pour tout le monde, pour nous comme pour vous, de savoir un petit peu quels sont les outils qui sont utilisés par vous, par les utilisateurs, pour réaliser le bilan GES. Et puis, je vais passer directement la main, sans la rendre à Emeline, à moins qu'elle intervienne, mais je vais passer directement la main à Gilles Croquette pour qu'il puisse mener son exposé à lui. Voilà, nous sommes à 64% de votants. Tout à l'heure, on en avait plus, donc je vais attendre un petit peu. Ça continue à augmenter. Ok, nous venons de passer la barre des 75%, donc je vous laisse encore 5 secondes. Et puis pour ne pas trop retarder l'exposé, on passera au résultat. Merci pour votre participation à ces sondages. C'est vraiment intéressant, je pense, pour tout le monde. Voilà, je ferme le sondage. Et puis nous allons partager les résultats. Alors, vous êtes donc de l'ordre de 60% à utiliser finalement l'outil bilan carbone, j'imagine dans sa version la plus actuelle ou dans une version plus ancienne. Je vous signale que la version bilan carbone de cette année, 7.3 de mémoire, est celle qui intègre
la version à jour de la base carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est important. Bien sûr, vous pouvez décider de passer par une version obsolète du bilan carbone, ça fonctionnera aussi techniquement. Voilà, et puis 10% utiliser d'autres logiciels, 2% l'avoir fait sans outils. Certains ne l'ont pas fait. Merci pour ce sondage et je vais passer la parole donc à Gilles pour la suite de l'exposé.